Bitcoin, en fait, c'est l'aboutissement de décennies de recherche et d'expérimentation infructueuse qui visaient à créer de la monnaie numérique qui fonctionne sans banque et sans État. Le monde de la finance traditionnelle a exécré Bitcoin immédiatement à sa création. Bitcoin a été diabolisé immédiatement par les banques et les institutions financières dès sa création. Parce que clairement, ça venait les concurrencer. Pour toutes les fois où je me suis retrouvé en train de parler avec des financiers, quand j'ai parlé du sujet du Bitcoin, j'ai vu qu'ils se sont mis comme ça. Quand tu vois quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, vaut mieux s'en éloigner. La dernière fois que j'ai regardé les états financiers de la BCAO, je pense qu'on est à 2/3 en monnaie physique et puis 1/3 en monnaie électronique. Bitcoin traite en volume de transactions plus que Visa et Mastercard réunis. En 2023, Bitcoin a traité 30 000 milliards de dollars de transactions, plus que Visa et Mastercard réunis. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Prince Atobla. Vous êtes sur Prince Talk, le podcast d'inspiration. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Prince Don qui va nous parler du Bitcoin et des crypto-monnaies. Restez connectés, ça promet. Salut Prince. Salut Prince. Ça fait un peu bizarre hein, j'ai envie de te saluer parce que c'est le même prénom. C'est la même chose chez moi. Ouais, good. Comment tu vas? Écoute, ça va, ça va. Content d'intervenir dans ton podcast que j'écoute assidûment, que je trouve de qualité. Donc, naturellement, quand tu m'as invité à y participer, c'est une joie pour moi de pouvoir échanger avec toi et j'espère que ça va ouvrir les perspectives de ceux qui l'écouteront. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça faisait quand même un petit bout qu'on ne s'était pas parlé. Voilà. Donc, déjà, le fait de savoir que j'allais te parler à nouveau, avoir tes nouvelles et puis également t'inviter à ce podcast, c'était déjà quelque chose de très important pour moi. Et aussi savoir que tu sais débattre de certains thèmes très importants et très pertinents et qui sont d'actualité. Pour moi, je me suis dit, ça, il faut qu'on en parle parce que depuis un certain temps, le thème en lien avec le Bitcoin, j'ai l'impression qu'il est un peu en veilleuse partout, alors que on a le cours du Bitcoin qui ne fait que grimper. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est comme ça que ça se présente, à moins que je ne sois totalement pas dans l'univers où on parle à chaque fois de Bitcoin. Mais c'est l'impression que j'ai, en tout cas, sous nos cieux. J'ai eu l'impression qu'il y avait un moment où il y avait un fort engouement. Il ne se passait pas 1 ou 2 semaines sans qu'on ne parle de ça. Donc, je me suis dit, vu euh, l'évolution du cours, on va dire l'évolution positive du cours du Bitcoin, il serait quand même bien qu'on en parle parce que ça fait quand même longtemps que ça existe. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était un scam, que ça allait finir par disparaître, comme plein de sujets qui étaient à un moment en vogue. Mais là, on a l'impression qu'avec le Bitcoin, c'est toujours up, quoi. Voilà. Ouais, c'est une des caractéristiques de ce truc-là. Hein. Bitcoin a toujours... ça fait bientôt 16 ans que ça existe. Ça fait son petit bout de chemin. Et puis, il y a des narratives autour de ça. Les médias en parlent uniquement quand il y a une explosion du prix ou qu'il y a une forte baisse du prix. Mais ça continue de vivoter, ça et là, en fond. Et puis, au fur et à mesure, l'adoption avance, quoi. C'est pour ça que tu as des périodes d'euphorie où tu en entends parler dans les médias, d'autres moins. Mais ça continue toujours de vivre. Ouais. Tu sais, tout à l'heure, avant qu'on démarre, tu as utilisé une expression qui a fait tilt dans mon esprit. Tu as dit un Bitcoin, le principe, c'est de ne pas le vendre. Hein? Explique-moi un peu. Avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de c'est quoi le Bitcoin et tout. Non, c'est une conviction personnelle. Tu sais, OK. je vais faire une analogie. Les gens qui ont réussi à acheter de l'immobilier à Manhattan avant que tous ces immeubles-là ne poussent, je peux te dire que ces familles-là ne vendront jamais leur propriété dans cette zone-là. C'est un peu comme ça. OK. Je, c'est l'équivalent que je fais en fait. Bitcoin, c'est de la propriété numérique qui est absolument rare. Et pour l'instant, c'est en train de se valoriser tout doucement, mais ça n'a pas encore atteint, comment on appelle ça, son régime de croisière ou son adoption maximale. Donc, les gens pensent qu'aujourd'hui, Bitcoin est à 100 000 $, c'est trop cher, machin et tout. Je pense que
c'est rien devant ce que Bitcoin sera dans 10, 15, 20 ans, quoi. Donc, Mhm. quand tu as une conviction profonde de ce type-là, conviction basée sur des faits, hein, je veux dire, Ouais. c'est pas juste je crois à quelque chose Mhm. comme, comme la religion, non. Conviction basée sur des faits. Donc, une fois que tu as ça, tu te bâtis cette conviction, tu te dis, tu t'exposes à ça sur du long terme, pas pour de la spéculation à court terme. Et c'est un peu ça ma position dessus. C'est pour ça que je disais, moi, je ne vends, je vends pas de Bitcoin. Mhm. 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 D'accord. Si je veux rester dans la même analogie, Mhm. c'est vrai qu'un bien immobilier, comme tu le disais, une famille qui est à Manhattan ne va pas vendre. À quel moment, pour le Bitcoin, tu te retrouves quand même à te dire, OK, j'ai de l'argent pour faire pour des transactions. Je comprends. Euh, Est-ce que c'est le plaisir de posséder pour posséder? Disons, dans 20 ans, on passe à fois 20. mm. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis que tu prends une petite partie? Je comprends. En fait, là, tu es en train de me faire rentrer dans le gros du sujet, mais c'est pas grave. Là, ça Mhm. dépend de l'approche que tu as du patrimoine. Tu vois. OK. Mhm. Typiquement, quand tu commences à comprendre les logiques autour de la richesse et du patrimoine, c'est accumuler des actifs qui prennent de la valeur dans le temps. Et ces actifs-là, tu Mhm. essaies de t'en séparer le plus tard possible, en fait. OK, je vois. C'est comme ça qu'on constitue du patrimoine. Donc, tu dois trouver. Mhm. C'est pas avoir je sais pas moi, 100 millions sur son compte bancaire. Bah, tu n'es pas éduqué financièrement. Je veux dire, ça sert à rien d'avoir 100 Mhm. millions sur un compte bancaire. L'idée, Ouais. c'est d'avoir 100 millions d'actifs, D'actifs, oui. voilà, 100 millions placés sur un actif qui ne perd pas sa de valeur, mais qui au contraire prend de la Mhm. valeur au fil du temps. Donc, tant que tu Mhm. arrives à trouver des actifs de ce type-là et que tu investis dessus, c'est les derniers éléments dont tu te sépares. Donc, tu t'en sépares qu'en cas d'absolue nécessité. L'idée, Je c'est comprends. créer un patrimoine qui va te survivre, que tu pourras transmettre à tes enfants et qui se Mhm. transmettra au fur et à mesure. C'est comme ça que les grandes richesses se créent, bon, sans vouloir enfin, prétendre y arriver, mais en tout cas, c'est cette Mhm. logique-là qu'il faut avoir dans la construction de son patrimoine. Et c'est comme ça que je perçois Bitcoin. OK, d'accord. Je pense que là, on a mis le pied dans le plat. Ouais, Je vais quand même revenir sur ce point-là parce que j'ai quelques questions qui me trottent l'esprit. Présente-toi à notre public. c'est vrai qu'on a commencé sans même se présenter. Où sont Mhm. passées les manières. donc, Ouais, donc moi, je m'appelle Prince Don. Donc je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire. On s'est connus à l'INP lors ouais. de nos études universitaires. Donc j'ai fait une formation en finance management, donc classe Mhm. préparatoire à l'INP. Donc après mon bac, classe préparatoire à l'INP, je suis rentré à l'ESCA et j'ai commencé à travailler dans la finance, dans un cabinet d'audit en fait, à Abidjan. Mhm. Et puis aujourd'hui, je suis toujours dans ce cabinet d'audit-là, mais à Paris. Donc je OK, travaille chez PwC à Paris. Je fais de la gestion de risques technologiques. Donc OK, j'interviens pour aider des clients dans le domaine bancaire, dans des grands groupes bancaires français, dans la gestion du risque technologique dans tous ces aspects en fait. OK, Donc voilà un peu OK. pour ce que je fais, pour ce qui est de mon parcours rapidement brossé. Et Mhm. puis, pour parler du sujet qui nous réunit là, Bitcoin, j'ai entendu parler la première fois de Bitcoin, c'était en 2017. 2017, je pense Mhm. dans la presse, en gros, il y avait une explosion du prix. Et tu vois, ça revient à ce que je te disais, là. La presse en parle Ouais, généralement quand il y a une explosion de prix à la hausse ou à la baisse. Et puis ouais. quand il y a des scandales. En gros, c'est ça. Mhm. Donc c'est comme ça que j'ai Mhm. entendu Mhm. parler de Bitcoin. Et puis, bah, immédiatement, tu te dis, il y a un moyen de se faire un peu de sous. Donc j'ai acheté mes premiers Bitcoins. Enfin, quand je dis mes premiers Bitcoins, ce n'était Ouais. pas des Bitcoins entiers. Les Bitcoins devaient valoir à l'époque quelque chose comme 19 000 ou 18 000 dollars. J'en ai acheté un OK. peu, j'ai acheté un peu d'Ethereum et d'autres cryptos. Et puis bah, il y a eu la chute du cours.
quelques mois après, donc je pensais avoir tout perdu. J'ai revendu une bonne partie, je pensais avoir tout perdu, machin et tout. Et je me suis plus intéressé au sujet jusqu'à Ok. la crise Covid où on était en confinement, il n'y avait pas grand-chose à faire. J'avais envie de m'ouvrir les horizons sur des sujets nouveaux. Et donc j'ai commencé Mhm. à creuser le sujet du trading d'abord. Et Ok. puis ensuite, je suis arrivé à la crypto, à Le Bitcoin. trading quoi? Trading Forex? Trading de tout actif, hein, tout type Ok. d'actif, hein, Ok, d'accord. forex, actions, enfin un peu tout matière première, tout ça, tout ça. Mhm. Et j'en suis Mhm. arrivé au crypto. Et puis un jour, je suis tombé sur une interview d'un mec qui parlait de minage de Bitcoin, mais minage sous un axe qui m'était complètement étranger. C'est-à-dire que je n'imaginais pas qu'il y avait des problématiques qui Énergétique comment? ou environnemental? Énergétique et environnementale qui Énergétique. Mhm. résonnait beaucoup avec des choses que j'avais vécues ou que je connaissais. Et donc, j'ai eu un intérêt intellectuel, tu vois, à creuser le sujet. Mhm. Et en Ok. rentrant par ça, tu découvres, découvres la pléthore de thématiques, de sujets qui sont annexes au Bitcoin ou que le Bitcoin adresse plus ou moins, à commencer par le Mhm. sujet de la monnaie. On est très peu éduqué sur ce que c'est que la monnaie, La très monnaie? peu Oui. éduqué sur la manière dont le système financier fonctionne, sur comment les banques fonctionnent. Je veux dire, tu demandes à quelqu'un comment on crée la monnaie, il y a très peu de personnes qui vont te donner la réponse juste. Mhm. Je pense que 80% des gens pensent que c'est la banque centrale qui crée la monnaie, par exemple. Ce qui est faux. Ouais. C'est pas la Mhm. banque centrale qui crée Mhm. la monnaie. La plus grande Mhm. partie de la monnaie qui est créée, la création monétaire est faite par le crédit bancaire. Donc, quand tu prends un crédit à Mhm. la banque crée la monnaie, l'argent, à partir de rien. Et puis, C'est ça. quand La tu création rembourses ex nihilo. ex Mhm. nihilo, et puis quand tu rembourses le prêt, cet argent est détruit. Détruit. Mhm. Exactement, c'est détruit. C'est comme ça que c'est fait. Et il y a plein d'autres choses comme ça la compréhension de Bitcoin m'a permis d'avoir. Ça m'a ouvert Mhm. des perspectives et puis je suis resté dedans. Ça m'a pris un temps de cerveau qui était juste inimaginable. Et puis, bah, Ouais. depuis, depuis, j'essaie de transmettre ça, donc à travers un podcast notamment, mais aussi à travers l'animation de communautés, à travers la participation à des conférences. Il y a eu notamment les Mhm. conférences Bitcoin, les premières conférences Bitcoin en Afrique francophone à Dakar en 2022-2023, au Ghana aussi, auquel j'ai participé en tant que speaker. Donc, j'essaie d'en parler. Donc, je ne Mhm. travaille pas pour Bitcoin. Bitcoin, ce n'est pas une entreprise. Il n'y a pas de CEO, il n'y a pas de service marketing. Il y a juste des gens qui comprennent un système qui a beaucoup d'avenir, qui Mhm. casse la manière dont les choses se faisaient avant. Et donc, Mhm. j'essaie d'en parler pour que de plus en plus de personnes aient les yeux ouverts sur ces questions-là, en fait. Voilà. C'est quoi Bitcoin? Le terme est revenu, est beaucoup revenu, C'est ça. mais il faut qu'on on présente un peu les fondamentaux. C'est quoi C'est Bitcoin? ça. Ça, c'est la question à 10 000 $. Mhm. Bitcoin, c'est quoi? Bitcoin, en fait, déjà, il faut comprendre que c'est l'aboutissement de décennies de recherche et d'expérimentation infructueuse qui Mhm. visait à créer de la monnaie numérique. Une monnaie numérique qui fonctionne sans banque et sans État. Je pense depuis Ok. même les débuts d'Internet, les gars, ils ont commencé à essayer de créer un truc comme ça pour préserver Mhm. la vie privée, pour ne pas dépendre des banques, des États. Donc les gens, ils ont commencé à chercher. Donc il y a eu plusieurs itérations, plusieurs créations. Elles ont tout échoué. Et en Ok. 2008, il y a un gars qui est sorti de nulle part. Il s'appelle Satoshi Nakamoto. On ne sait pas qui c'est et puis on s'en Mhm. fout même de toutes les façons. Il s'appelle Satoshi Ouais. Nakamoto. Il a proposé une solution. En fait, c'était sous forme d'un papier de recherche d'une vingtaine de pages. Ça s'appelle le white paper de Bitcoin, le papier blanc. Donc, il a publié ça dans Mhm. un forum où il y avait des techos, des geeks. Il a dit, j'ai trouvé la solution au problème de monnaie électronique qui fonctionne sans intermédiaire. Voici ça. Qui veut m'aider à développer la solution? Il n'y a personne qui a répondu. OK, c'est assis, il a développé son truc, il a codé son truc. Donc, c'était en Mhm. 2008. En 2009, début 2009, il est revenu sur le forum. Il a dit aux gens, j'ai codé la solution que je vous ai proposée. Qui veut Mhm. participer au réseau et puis essayer de faire tourner ça sur sa machine?
Donc, c'est comme ça que les gens ont commencé à le faire. Donc, en fait, OK. c'était une communauté de développeurs qui ont aidé à mettre en œuvre ce truc. Parce qu'au début même, le code qu'il avait produit, il était imparfait. OK. La première version du code de Bitcoin, quand les gens ont analysé, ils se sont rendus compte que Satoshi Nakamoto, c'est pas un codeur, c'est pas un excellent codeur. Parce qu'il y avait Mmh. plein de choses qu'on pouvait optimiser dans le code. Donc les gens ont contribué à améliorer telle partie du Améliorer. code, à améliorer ça. C'est de l'open source en fait. C'est comme ça que fonctionne Mmh. l'open source. C'est quelqu'un qui propose une Ouais. solution et puis les gens l'améliorent par Contribue. itération et puis on a quelque chose de magnifique. Au jeu, on connaît des trucs comme Linux et tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Mmh. c'est ça, en fait, Bitcoin. Donc, le gars, il a proposé ce truc-là. Les gens ont vu que ça fonctionnait. Et puis, au fur et à mesure, plusieurs personnes ont commencé à joindre le réseau, à se dire, OK, je vais commencer à utiliser ça. Au début, Bitcoin ne valait rien. Bitcoin, c'est d'abord, en fait, un protocole. C'est un protocole OK. informatique qui permet d'échanger de la valeur sur Internet sans intermédiaire de confiance. Ça, c'est la définition la plus simple. Protocole informatique qui permet d'échanger de la valeur sur Internet sans intermédiaire de confiance. Donc, OK. Bitcoin, c'est une infrastructure d'abord. C'est un réseau d'ordinateurs qui communiquent entre eux. Donc, c'est Bitcoin avec grand B. Et puis, tu as Bitcoin avec petit b, c'est le jeton numérique. Donc, c'est en fait l'unité comptable qui circule dans ce réseau, que les gens s'échangent dans ce réseau-là. Donc, c'est ça Bitcoin Mmh. avec petit b, en fait. Donc, pour la première OK. fois, on a trouvé un système qui permet de stocker et de transférer de la valeur sur Internet sans tiers de confiance. Donc, il n'y a aucun acteur centralisé, il n'y a aucun État qui peut censurer une transaction. Ça fonctionne merveilleusement bien depuis bientôt 16 ans, ça n'a jamais été hacké, ça n'a jamais été pris à défaut. Mmh. Il n'y a aucun système informatique qui a les performances de Bitcoin, en fait. Donc ça, c'est ce Ouais. que Bitcoin a. Et puis après, la question qui vient après, c'est la valeur. Parce que quand on parle de Bitcoin, on parle de prix. On ne voit C'est clair. pas le protocole, parce que c'est d'abord un Mmh. protocole. Donc la valeur de Bitcoin, ça aussi, ça aussi, c'est quelque chose d'assez rigolo. Au début, Bitcoin, ça valait rien. C'est des gens qui, comme je t'ai dit, c'était des geeks, des techos qui s'échangeaient. C'était une expérience pour eux, en fait, de voir qu'on Mmh. pouvait s'échanger un truc sur Internet sans passer par Ouais. quelqu'un. Donc, ça n'avait pas forcément de valeur. Et puis, au fur et à mesure, des gens y ont vu de la valeur. Ils y ont vu le fait que, ah ben, ça peut exprimer de la valeur. Donc, il y a un gars qui dit, bon, OK, je veux acheter une pizza contre 20 000 bitcoins. Ça a été la première transaction. C'était en 2010. C'était la première fois où quelqu'un faisait une transaction d'un bien dans le monde Mmh. réel contre du bitcoin. Et donc, ça a été absolument historique. Donc, il a payé 20 000 bitcoins. On lui a donné ses pizzas. Depuis, Ouais. c'est sanctuarisé comme le jour du Pizza Day. Mmh. Et puis, au fur et à mesure, les Mmh. gens ont commencé à donner de la valeur. Un bitcoin valait 0,003 dollars. Donc, des gens ont commencé à Mmh. s'échanger. Et puis, petit à petit, le prix a monté parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui se l'échangeaient, en fait. OK. Donc, Mmh. et tu vois que ce pourquoi Bitcoin est associé euh, au trading et à la spéculation, machin et tout, c'est parce que, entre autres, et c'est un des avantages de Bitcoin, ça a permis au grand public de découvrir les marchés boursiers. Parce que OK. les gens se demandent, mais la valeur de Bitcoin, ça vient de quoi? C'est des échanges. Il Mmh. y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Vendeur. Il y a une offre, il y a de la demande, et puis le prix permet d'avoir un équilibre entre ces deux. C'est comme ça que, en économie de marché, dans une économie de marché, c'est comme ça que le prix se fixe. Donc si tu prends les Ouais. matières premières, l'or, le pétrole, le blé, tout ce qui est matière première, le prix Mmh. se fixe sur un marché où tu as une offre, tu as une demande, et le prix, c'est exactement là où l'offre et la demande se croisent. Donc, Se rencontre, ouais. se rencontrent, donc c'est le prix qui permet de settle l'échange, en fait. Donc, c'est comme ça que le prix de Bitcoin ou sa valeur en monnaie fiat est déterminé. Tu as des marchés où tu as des gens qui veulent acheter, tu as des gens qui vendent, et donc ces personnes-là sont mises en contact, et puis le prix se forme, et ce prix-là, il va fluctuer, il va monter, il va descendre, machin et tout. Donc Mmh. c'est ça. Bitcoin, en fait, et les cryptos de façon générale, ça a ouvert la porte, enfin, ça a ouvert le grand public au fonctionnement des marchés boursiers. Donc tout le monde, enfin, plein de personnes se sont imaginées boursicoteurs, se sont imaginés traders. Donc
avec l'illusion Mhm. de richesse rapide qui va avec. Donc, plein de gens sont brûlés les ailes. En tout cas, moi, personnellement, je conseille à personne de faire du trading. Je te donne une statistique, hein, c'est formel. 95% des traders amateurs perdent de l'argent. Donc, une fois que tu connais ça, tu sais ça. Tu fais bien, tu fais bien de préciser. Une fois que tu sais ça, c'est Ouais. le casino, quoi. Donc, les gens qui s'amusent Mhm. à trader, franchement, moi, je trouve que c'est plus de la perte de temps qu'autre chose. Mais bon, Mhm. c'est mon avis. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que tu as un background de financier, Mm. si je ne me trompe pas. Et moi, j'ai une expérience, c'est que sous nos cieux, pour toutes les fois où je me suis retrouvé en train de parler avec des financiers, quand j'ai parlé du sujet du Bitcoin, j'ai vu qu'ils se sont mis comme ça. Donc, en tout cas, de ma fenêtre, j'estime que tu es un des rares financiers qui a adopté Bitcoin. Est-ce que tu sais me dire qu'est-ce qui crée cette, j'ai envie de dire, ce décalage, cette dichotomie, ce déphasage-là entre les gens qui ont ce background financier et puis la notion de Bitcoin, qui fait que elles réchignent là, ces personnes-là. Mhm. Ouais, c'est pas surprenant. Déjà, il y a la nature Mhm. humaine. De façon générale, Mhm. et ça, c'est quelque chose, c'est ça qui a valu notre survie. Quand tu vois quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, vaut mieux s'en éloigner. C'est C'est clair. naturel. Donc c'est Mhm. ça. Donc le monde de la finance traditionnelle a exécré Bitcoin immédiatement à sa création. Aujourd'hui, OK. une grande raison de ce que l'imaginaire collectif se fait de Bitcoin vient du fait que Bitcoin a été diabolisé immédiatement par les banques et les institutions financières dès sa création. Parce que clairement, ça venait les concurrencer. Je veux C'est ça, dire, c'est tout à fait normal. ouais, quelqu'un qui vend des bougies, Et l'électricité, les ampoules électriques, ça lui fait peur. Il te dit, niet, n'y c'est allez pas. diabolique. Exactement. La poste, quand Internet est arrivé, ah, les gars, donc c'est normal en fait. Bitcoin, qu'ils aient eu ce truc, tu verras que absolument tous les responsables de toutes les grandes institutions financières, quand ils se sont prononcés sur Bitcoin, ils ont commencé par dire que c'est n'importe quoi. Mhm. D'abord, ça a commencé par être ça ne vaut rien, c'est des gens qui s'amusent, ça n'a aucune valeur et tout. Après, ça a été ça finance le terrorisme, c'est le mal, ça finance le blanchiment, c'est utilisé pour du blanchiment, machin et tout. Ensuite, ça a été ça détruit la planète parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Il y a eu plein de narratifs négatifs comme ça qui sont apparus au fur et à mesure, mais tu verras que pour Mhm. qui prend le temps de comprendre et de voir l'intérêt de ce truc, de voir surtout que c'est inarrêtable et que tout ce que je vais faire comme manip, comme manœuvre, ça va rien changer au fonctionnement de ce truc-là. Immédiatement, tu te dis comment j'en tire avantage. Et c'est comme ça que tu C'est verras que clair. Wall Street a complètement changé son fusil d'épaule Son sur narratif, son ouais. narratif Mhm. sur Bitcoin. Il y a 5 ans, ils disaient tous que c'est le baromètre du blanchiment. Aujourd'hui, tu as tout. Le diable incarné, BlackRock, hein, a décidé de se mettre à Bitcoin, de proposer Bitcoin à ses clients. Une partie significative, on va dire, de Wall Street et des institutions financières ont fait volte-face et se sont rendus compte que je ne vais rien y changer. Ça continue de vivre, ça continue à avoir de l'attraction, de l'adoption. Donc, comment est-ce que moi je me positionne pour profiter de ça? C'est la beauté du capitalisme. C'est tu vois Ouais. un truc, tu ne peux pas lutter contre ça. Et- Donc, comment est-ce que je fais pour le tourner à mon avantage et pour en profiter? Mhm. Donc, je propose ce produit-là à mes clients, ils l'achètent, ils me payent des fees. Aujourd'hui, BlackRock, à titre d'exemple, hein, l'ETF Bitcoin que BlackRock a lancé, déjà, ça a été l'ETF qui est arrivé le plus rapidement à 100 millions de capitalisation boursière. Et en termes de Mhm. fees que ça leur permet d'engranger, c'est absolument phénoménal. C'est un des meilleurs produits Wow. qu'ils aient lancé, en fait. Donc oui, enfin, Wow. l'approche prudente veut qu'on commence par se méfier, mais quand on creuse un peu le sujet, quand on prend le temps, parce que ça demande beaucoup d'efforts intellectuels hein, de le comprendre, et aujourd'hui, tu as ces institutions qui ont produit des papiers pour décrire ce que c'est que Bitcoin, pour décrire en quoi Bitcoin est assez particulier comme actif, et pourquoi, même d'un point de vue investissement, il vaudrait mieux en avoir un peu dans son portefeuille,
même d'un point de vue de diversification, tu as dans ton portefeuille Mhm. des actions, des obligations, de l'immobilier, des œuvres d'art, machin et tout. C'est pas déconnant d'avoir 2 ou entre 1 et 5% de ton portefeuille. Ça, je parle d'un point de vue investisseur, hein. Oui. Investisseur aguerri. C'est pas déconnant Mhm. d'avoir entre 1 et 5% de ton patrimoine en Bitcoin. Ça contribue à la diversification de ton portefeuille pris de manière globale. Donc c'est comme ça que Wall Street, en tout cas, perçoit Bitcoin, comme un actif diversifiant. Good. On va revenir un peu sur quelques notions. C'est quoi un ETF? Alors, ETF, c'est un produit financier. Je pense que l'acronyme s'est mis pour Exchange Trading Fund, je crois, un truc comme ça. Donc, en gros, c'est un produit financier qui permet aux gens de détenir en fait un actif. Enfin, d'être Mhm. exposé au prix de l'actif sans le détenir. Donc, si on prend l'ETF Oui. Bitcoin, on va prendre l'exemple de BlackRock. BlackRock met à la disposition de ses clients un ETF Bitcoin. Donc, ça veut dire, on suppose que toi, Prince, t'es client de BlackRock, tu veux payer un ETF Bitcoin. Tu te dis que tu veux acheter pour $1000 d'ETF Bitcoin. Donc, tu payes Mhm. à BlackRock ces $1000 et BlackRock va être obligé d'acheter du Bitcoin pour $1000 et les détenir pour ton compte. Donc, en gros, c'est ça. Mhm. C'est un ETF, en tout cas sur Bitcoin, moi, je vois ça comme les mecs ont trouvé un moyen de faire un pont entre la finance classique que les gens connaissent, à travers un produit que les gens de la finance classique connaissent, sont habitués à Connais? ça, et ça leur permet d'être exposés au cours du Bitcoin, en fait. Donc, ils détiennent du Bitcoin indirectement via BlackRock. Et pourquoi tu as dit que BlackRock était un diable incarné? Ah, non, non, mais Non, dis. en fait, Hein, parce que c'est une faut pas que blague. les gens te prennent faut pas qu'on te prenne au mot. Non, non, les complotistes Mhm. tendent à dire que dans ce monde-là, BlackRock il contrôle tout, en fait. Parce que BlackRock, en fait, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Ils ont des parts dans à peu près tout ce qui fonctionne dans dans ce monde-là. Tu prends toutes les Mhm. grandes entreprises, toutes les grandes banques, bah, ils sont actionnaires dans tous ces business, hein. C'est pour ça que... Mhm. Donc, les complotistes aiment bien utiliser BlackRock comme étant BlackRock, le World Economic Forum, c'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui élisent les Mhm. présidents. D'où cette petite boutade-là. Mais bon. Ok, ok, c'est clair là. Mais dis-moi, il y a plein de personnes qui se posent la question de savoir est-ce que Bitcoin, c'est une monnaie ou c'est un actif? Est-ce que c'est une monnaie comme l'euro, le franc CFA, le dollar, ou est-ce que c'est juste un actif? La monnaie, c'est un intermédiaire d'échange. Donc, du moment où Mhm. j'utilise quelque chose, il y a quelque chose qui est admis comme intermédiaire d'échange entre des personnes, c'est une monnaie pour eux, en fait. On va dire ça comme Mhm. ça. C'est clair. Aujourd'hui, les monnaies qu'on connaît, les monnaies fiduciaires, sont imposées par l'autorité des États. Donc, c'est eux qui décident de Mhm. qu'est-ce qui est monnaie sur le territoire. Mais ça n'empêche que les gens, entre eux, dans le cadre de leur échange, ils peuvent décider d'utiliser ce qu'ils veulent comme monnaie. Généralement, c'est la monnaie qui a cours légal, mais ils peuvent utiliser autre chose. On peut faire le troc. Par exemple, C'est toujours. par Mhm. exemple. Sauf que le troc, ça voudrait dire on n'utilisera pas une monnaie. On s'échangera deux marchandises, deux biens. Juste, La exactement. monnaie, c'est ce qui se mettra au milieu, en fait, Au milieu. parce qu'il Ok. y a les problèmes de coïncidence des besoins, machin. J'ai pas forcément besoin de ce Mhm. que tu as. Et puis, donc, C'est pour ça. simplifier ça, on met un truc au milieu qui est le bien le plus Qui- désirable. On sait que ce bien-là, tu pourras le refourguer à n'importe qui, machin. Donc, ça, on rentre un peu dans l'histoire monétaire. Et donc, Mhm. les gens ont utilisé à peu près tout pour faire de la monnaie. Ils ont utilisé des C'est courriers, ça. du sel. C'est là que vient le mot salaire, par exemple. Ça vient du sel parce que le sel a été utilisé Ok. un temps comme monnaie. Donc les courriers, les Mhm. miroirs, si on prend du côté de l'Afrique, on utilisait des têtes de bœuf, on utilisait comme monnaie. Mhm. Les gens utilisaient des flèches de silex. Si on remonte beaucoup plus loin, Mhm. les têtes de silex et têtes de flèches a été utilisées comme monnaie. Et tu as des Mhm. peuples qui ont utilisé, je sais pas moi, des grosses pierres un peu particulières dans certains. On a vu sur l'île de Ya, par exemple. Bon, bref, les gens utilisaient à peu près tout et n'importe quoi. Mais au fil des années, tous les peuples ont convergé vers les métaux précieux comme étant la meilleure monnaie possible. Donc l'or et Mhm. l'argent, en fait. Ça a été la Ok. monnaie la meilleure forme de monnaie, de par sa rareté, du fait que c'est difficilement falsifiable et tout. Donc c'est l'or qui a été
pendant le plus longtemps la monnaie de référence. Et puis on en est arrivé au moment où l'or a été saisi par les souverains, par les États, et ils ont commencé à émettre de la monnaie papier qui est une représentation de l'or. Et puis le pouvoir étant ce qu'il est, les gens n'ont pas pu s'empêcher d'émettre plus de papier, donc Plus que d'or. voilà, de représentation de l'or ils ont émis plus de représentation de l'or que les quantités Que d'or d'or. qu'ils avaient. D'or, vous avez. Donc c'est comme ça que les premières formes de création monétaire débridée ont commencé. Et la forme la Mhm. plus aboutie de ça, c'est ce qui s'est passé dans les alentours des années 70, donc les États-Unis, accord de Bretton Woods, tu me fais revenir dessus, accord de Bretton Woods, Mhm. après les différentes guerres mondiales, tous les États ont convenu que ils allaient exprimer la valeur de leur monnaie en dollars, donc ça allait être arrimé au dollar, et le dollar allait être exprimé en or. Donc le dollar allait être rattaché à l'or, et tout l'or devait être conservé par les États-Unis. Bon, Ok. naturellement, ils en ont profité. Ils ont imprimé beaucoup trop d'argent, notamment pour financer la guerre, des guerres. Mhm. Les premiers qui se sont rendus compte de l'arnaque, bah, ce sont les Français, avec le général de Gaulle qui a demandé il y a beaucoup trop d'argent qui circule là par rapport à ce que je pense que vous avez d'or. Donc arrêtez vos conneries, je vous Ouais. envoie de l'argent, revenez-moi l'équivalent en or. Il a fait Non. partie des bateaux à New York pour récupérer son or. Devant Non. ça, de plus en plus de nations ont commencé à, à faire la même Faire demande. pareil. Exactement. Les Américains ont dit, ben, niet, on tape du poing sur la table. Donc, ils ont arrêté la convertibilité. Ils ont décidé que euh, le dollar n'était plus convertible en or. C'était en 1971. Donc, c'est là que... Les gens ont découvert la supercherie. Exactement. Ils ont découvert la supercherie, mais bon, si t'es trop fâché, va bombarder les États-Unis. C'est comme ça que C'est clair. c'est comme ça que l'affaire a été réglée. Depuis, on vit sous cette règle-là où on n'a aucune attache. Tu vois, ça, par exemple, ça fait partie enfin, de l'imaginaire collectif. Les gens pensent que l'argent qui circule, il y a son équivalent en or dans les coffres des banques centrales, ce qui est absolument faux. Il n'y a Mhm. aucune corrélation entre l'or que les banques centrales ont dans leur coffre. Typiquement, c'est pour la déco. Enfin, c'est plus pour inspirer de la déco, j'abuse un peu, mais c'est plus pour inspirer de la confiance. Mais il n'y a pas de Mhm. corrélation entre la quantité de monnaie qu'une banque centrale va créer, stimuler, Va autoriser, va, au- stimuler, ok. va stimuler la création et la Mhm. quantité d'or qu'elle a dans ses coffres. Tout ça pour dire que on vit dans une époque où les monnaies sont créées à partir de rien. Il n'y a aucun lien avec le monde physique. Et ça crée notamment de l'inflation qu'on Mhm. constate tous. Et Mhm. face à ça, on a Bitcoin qui se présente comme une alternative, un système monétaire dans lequel la quantité de monnaie est fixée et elle ne va jamais augmenter. Il y aura jamais plus, Mhm. Bitcoin, il y aura jamais plus que 21 millions d'unités. Donc sa politique monétaire est connue, gravée dans du marbre et ne changera pas. Ce qui, à Ok. contrario des monnaies fiat, les politiques monétaires sont à la discrétion des banques centrales. Elles décident de comment elles vont stimuler la création de la monnaie en fonction de critères qu'elle aura décidé de façon comment on appelle ça, enfin, à sa discrétion, en fait. Mhm. Donc, c'est ça. Ok. Donc, si on veut parler des différences qu'il y a entre les monnaies traditionnelles et Bitcoin, déjà, il y a une misconception, c'est que les gens auront tendance à dire que Bitcoin, c'est électronique, les autres non. C'est pas vrai. Si tu regardes Mhm. aujourd'hui des monnaies comme l'euro ou le dollar, 95 à 97% de la masse monétaire qui circule, elle est numérique. Et électronique, oui. Elle est électronique. Donc, c'est des Mhm. comptes sur des chiffres sur des comptes bancaires. C'est Mhm. électronique. Unité de compte, oui. Exactement. Si je prends l'exemple du CFA, la dernière fois que j'ai regardé les états financiers de la BCAO, je pense qu'on est à 2 tiers en monnaie physique, donc papier et billets, et puis 1 tiers en monnaie électronique,
solde des comptes de dépôt auprès des banques commerciales. Mais bon, ça, c'est une Mhm. particularité de nos économies. Mais sinon, dans le monde, la monnaie, elle est numérique en grande Mhm. majorité. Donc, Bitcoin, c'est une monnaie Ok. numérique, mais c'est pas ça qui est nouveau, en fait. Et l'autre Mhm. différence, c'est que tu en as une, les monnaies fiduciaires ont force légale, ce qui n'est pas le cas de Bitcoin, sauf dans un État qui en a fait sa monnaie légale, en fait. Donc il y a ça, et puis il y a la politique monétaire, comme je t'ai dit. L'État, c'est bien le Salvador, c'est ça, hein? C'est le Salvador, oui, c'est le premier État qui a fait de Bitcoin monnaie légale, c'était en 2021 ou 22, je crois. Et puis, ils se sont fait tordre, enfin, le FMI leur a tordu le bras pour qu'ils reviennent sur leur décision. Donc, ils ont un peu, ils ont modifié la loi, mais ils continuent toujours d'acheter, d'accumuler du Bitcoin. Et aujourd'hui, ils sont à environ, la dernière fois que j'ai vu, 450 millions de plus-value sur les Bitcoins. Eux, ils achètent un Bitcoin tous les jours, je pense. Un Bitcoin tous les jours. L'État achète un Wow. Bitcoin. Ils accumulent un Bitcoin tous les Mhm. jours depuis 2-3 ans maintenant. Ils ont une plus-value de malade. Wow. Good. C'est quoi les usages de Bitcoin? Puisqu'on revient au fait que c'est une monnaie, Enfin, parce que pour certains. c'est un intermédiaire. C'est un Pour intermédiaire certains, ok, d'échange c'est pour un certaines intermédiaire. personnes. Exactement, Mhm, exactement. voilà. Il y a un élément de la monnaie, une propriété, qui est aussi de pouvoir quantifier les biens et les services. Hmm. Est-ce que ça, on retrouve ça dans le Bitcoin? Mais on arrive à le faire parce que si tu as le prix du bien en euros, il suffit de convertir ça en Bitcoin et tu sais valoriser ce bien. Mhm. Donc, par le jeu de la Ok. conversion, on peut le faire. Mais c'est vrai Notion, d'accord. il y a très peu de personnes qui affichent les prix en Bitcoin. Mhm. C'est pas très efficace vu que le cours il fluctue pas mal. C'est ça. Tu as les valeurs qui sont affichées dans des monnaies euh, locales plus stable. Et puis, pour l'échange, on peut utiliser Bitcoin si on veut. En fait, si on se retrouve dans un contexte où c'est plus avantageux pour soi de faire une transaction en Bitcoin que dans une monnaie fiat. Et donc, ça me permet de répondre à ta question. Les principaux usages de Bitcoin, tout est dans la définition. Comme je t'ai dit, la Bitcoin, c'est un moyen de transfert de valeur, donc de transférer et de conserver de la valeur sur Internet. Si on prend l'aspect Mhm. transfert de valeur, Bitcoin est ouvert à tous sans restriction. Je veux dire, pour utiliser Bitcoin, tu n'as pas besoin de faire un KYC, t'as pas besoin de... Il n'y a aucune contrainte sur ton lieu géographique, ton ethnie, ton milieu social. Il suffit juste d'avoir un téléphone, de télécharger un Mhm. portefeuille et tu peux commencer à faire une transaction en Bitcoin. Alors, tu peux recevoir du Bitcoin et éventuellement envoyer si tu en as, tu vois. Et Ok. Bitcoin est moins cher en termes de coût de transfert. Ça bat, Mhm. enfin, c'est absolument sans commune mesure et c'est plus rapide que tous les systèmes de paiement classiques. Donc, ça fait Ok. que sous certaines conditions, il y a des gens qui préfèrent faire des transactions en Bitcoin qu'en utilisant le système classique. Parce que Mhm. soit ils ont des restrictions, ils ne peuvent pas utiliser la banque, ça n'existe pas chez eux. Donc, dans les pays où tu as un système bancaire qui est peu ou pas développé, tu verras Mhm. un taux d'adoption. Quand on regarde le top des pays dans lequel Bitcoin est le plus adopté, tu verras il y a cette caractéristique-là. Tu verras beaucoup de pays dans lesquels on a le système financier, le système monétaire qui ne fonctionne pas. Donc, ils ont des monnaies qui sont hyper Ok. inflationnistes. Il y a pas de banque. Donc, les gens utilisent Bitcoin pour des échanges. Donc là, c'est pour sa caractéristique de pouvoir transférer de la valeur. Mhm. Aujourd'hui, par exemple, pour te donner une autre idée, hein, parce que je dis ça, ça peut paraître très fantasmé, Bitcoin traite en volume de transactions plus que Visa et Mastercard réunis. En Wow. 2023, Bitcoin a traité 30 000 milliards de dollars de transactions, plus que Visa et Mastercard réunis. Donc aujourd'hui, Bitcoin Mhm. est... Et là, quand je dis ça, je ne suis pas en train de parler des spéculations qu'on fait sur les plateformes d'échange, hein. Tu achètes du Mhm. Bitcoin, tu revends. Parce que ça, généralement, cette transaction-là n'entraîne pas... Enfin, le trading n'entraîne pas ou très peu de vraies transactions sur la blockchain Bitcoin. Là, je parle Mhm. des transactions qu'on constate sur le réseau Bitcoin. Et ça, c'est Mhm. plus élevé en volume que ce qu'a traité Visa et Mastercard. Depuis quelques années, Bitcoin est donc là, je parle de transfert de valeur. Maintenant, un deuxième Ouais. usage de Bitcoin, c'est réserve de valeur. Réserve de Mhm. valeur, c'est dire la capacité de Bitcoin à ne pas perdre en valeur sur le long terme. Aujourd'hui, Mhm. Bitcoin, c'est l'actif financier le plus performant des 15 dernières années.
sais pas si tu te rends compte. Tu Ouais, compares je me rends compte. à l'or, aux matières premières, donc pétrole, gaz, machin, tout ce que tu veux. Tu compares aux monnaies fiduciaires. De toute façon, elles sont designées pour perdre la valeur avec l'inflation. Mais bon, tu compares à tous les indices boursiers, Oui. les grands indices boursiers que tu connais, S&P 500, CAC 40, Nasdaq, tout ce que tu veux, à l'immobilier. Tous les ans, depuis 15 ans, Bitcoin les bat à plat de couture en termes de prise de valeur. Mhm. C'est pour ça qu'on dit que c'est une réserve Mhm. de valeur. C'est volatile, certes, mais ça prend de la valeur avec le temps. Donc, en termes Mhm. de réserve de valeur, ça a démontré que c'est une réserve de valeur qui est solide. Ça fait 15 ans que ça prend beaucoup plus en valeur que tous les autres actifs. Et aujourd'hui, Mhm. Wall Street même a reconnu que finalement, on ferait mieux de s'intéresser à ce truc-là Parce que, parce que c'est le peuple qui gagne. parce que les J'avais gens dire en ça, hein. demandent. Les Ont gens en adopté, ouais, demandent. les gens ont adopté. Donc t'en as de plus en plus qui commencent à offrir ça, à offrir à leurs clients la possibilité de s'exposer à ça, en fait. Donc ça, c'est réserve Mhm. de valeur. Et puis, il y a des usages, on va dire, annexes, tu vois, comme par exemple Mhm. le minage de Bitcoin. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, en fait, Bitcoin, enfin, pour bien expliquer, il faut comprendre le fonctionnement de Bitcoin. Et je vais essayer d'expliquer ça de façon imagée. Bitcoin, c'est un grand livre de compte, en fait. Aujourd'hui, les livres de compte, ils sont tenus par les banques. Donc, moi, j'ai un compte à la banque. C'est ma banque qui écrit le débit, le crédit. Donc, quand je reçois mon salaire, elle le rajoute à mon compte. Quand je fais des dépenses, elle sort ces montants-là de mon compte. Et Mhm. à la fin, tu vois un solde, machin et tout. Non, c'est les banques qui tiennent les registres de compte des gens. Mhm. Aujourd'hui, Bitcoin se met comme une alternative. C'est un registre qui est ouvert à tout le monde et qui n'est contrôlé par personne. Et la manière de le faire, Ok. donc, on voit ça comme un grand livre ouvert. Et pour le faire, puisqu'on ne veut pas que ce soit contrôlé par quelqu'un, le fonctionnement du protocole, c'est que je vais créer des blocs tous les 10 minutes. Et dans ces blocs-là, je mets toutes les nouvelles transactions. Et si je ne veux Ok. pas que quelqu'un soit en contrôle de ce truc-là, c'est ouvert, j'ouvre la possibilité à n'importe qui. Pardon, vas-y. Ah, j'ai une question qui me vient. Oui, là. Quand les blocs, le bloc d'écriture, c'est ça, hein? En fait, bloc, c'est juste un J'ouvre certain des nombre, blocs, un nombre de transactions. C'est un un batch de nombre de transactions. transactions, ok. Donc, un bloc, c'est Ok. juste Ok. un certain nombre de transactions. Donc, tous les 10 minutes, Que je vais c'est écrire. comme une page, on va dire. Une page, Voilà. voilà. Mhm. Si on reste sur notre exemple imagé d'un cahier, un bloc, c'est une page. Mhm. Donc, une page, c'est juste un ensemble de transactions qui sont écrites sur la page. Donc, Ok. tel que ça a été conçu, le mec, il dit, on veut pas qu'il y ait quelqu'un qui contrôle. Donc, tout le monde Mhm. peut écrire dans le bloc. Mais en même temps, tout le monde peut vérifier que ce qui est écrit est correct. C'est ça le truc. Ok. Donc, tout le monde peut écrire, Mhm. mais en même temps, tout le monde peut vérifier. Et donc, il dit, Ok. si je ne veux pas que ce soit la même personne qui écrive, je fais une espèce de loterie. Donc, allez, ceux qui sont intéressés, donc ce qu'on va appeler les mineurs, faites Mhm. une espèce de loterie. Je crée une loterie, participez à la loterie. Celui qui gagne, le Ok. premier à gagner le lot, c'est lui qui aura la charge d'écrire les transactions sur la page. Donc, Ok. il va écrire des transactions sur la page. Ensuite, une fois qu'il a écrit, il propose ça à tout le monde. Tout le monde voit que sur la page, il a écrit des transactions qui sont valides. Donc, s'il a dit que Prince a envoyé de l'argent à Anne, tout le monde peut voir que dans le solde bancaire de Prince, dans le livre là, Prince a bien l'argent qu'il veut envoyer. Tu vois. Ok. Donc tout le monde vérifie ça. Donc on fait une loterie. Le premier qui réussit à trouver la solution à une équation, c'est lui qui va écrire la page. Et puis en récompense, il reçoit des nouveaux bitcoins qui sont créés. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc en faisant ça, tu casses en fait le fait qu'il y ait quelqu'un qui est la seule personne habilitée à créer le truc, tu vois, à gérer le réseau. Donc c'est ce qu'on appelle les mineurs. Donc ça, c'est une activité qui est devenue industrielle. C'est des gens qui consomment beaucoup d'énergie pour faire tourner des serveurs qui vont faire ce travail-là d'essayer de gagner la loterie là, De gagner à la loterie. la Mhm. loterie en question là, et puis proposer un bloc qui sera composé des nouvelles transactions qui vont rentrer dans les autres blocs. C'est ça qui va créer la chaîne de blocs, donc blockchain. On en entend souvent parler. C'est là que ça vient en fait. C'est juste le cahier qu'on va appeler blockchain.
les pages du cahier, Mhm. donc les blocs. Enfin, voilà. Donc c'est ça. Donc si je reviens à mon truc, donc je disais le minage. Le minage, c'est ça. C'est les gens qui ont comme activité de créer les nouveaux blocs, donc rajouter des nouvelles transactions à la blockchain de Bitcoin. Mais pour ça, ça demande de consommer beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que ça, c'est une activité qui est très vertueuse dans le sens où ça permet de développer des énergies renouvelables. Si je dois rentrer dans pourquoi ça fait ça, Ok. ça va être long, mais pour ceux qui sont intéressés, allez faire la recherche dedans. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est l'industrie, le minage de Bitcoin, c'est l'industrie la plus verte au monde. Il n'y en a aucune. C'est 60% de l'énergie, du mix énergétique, c'est du vert, c'est de l'énergie renouvelable. Il n'y a aucune industrie au Mhm. monde qui a une statistique comme ça. Et aujourd'hui, tu as des Ouais. pays, et là, je vais prendre l'exemple de l'Éthiopie. L'Éthiopie, bon, je pense que pour ceux qui connaissent l'Éthiopie, ils ont un projet du grand barrage sur le Nil. Donc, ils ont une grosse offre d'énergie. Mais Ok. le problème, c'est que l'énergie, ça ne se stocke pas. L'énergie, ça ne se Mhm. stocke pas. Quand tu produis de l'énergie, tu dois la consommer. Et je vais ouvrir Ouais. une autre parenthèse. Ça fait écho à une discussion que j'avais avec des amis récemment qui s'étonnaient en voyant l'actualité qui disait que la CIE exportait de l'énergie aux pays avoisinants, donc Libéria, Ghana et tout, et ils se plaignaient. On va préciser la CIE. C'est quoi? Parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui savent pas du tout. Vu que je suis sûr, on va dire, on a l'avantage d'être suivi un peu partout. C'est vrai, c'est vrai. Donc, donc la CIE, c'est quoi? La C'est la compagnie compagnie ivoirienne ivoirienne d'électricité. d'électricité. Donc, ils s'étonnaient du fait Mhm. qu'on vend de l'électricité aux pays voisins alors qu'il y a encore des coupures d'électricité chez nous. Ben, c'est parce que l'énergie, ça ne se conserve pas. Et ça encore, c'est contre-intuitif parce que tu te dis, bah, quand tu charges ton téléphone, enfin, donc on peut conserver l'énergie, l'électricité, je veux dire, Mhm. avec des batteries. Mais non, ça n'existe pas à l'échelle d'une centrale thermique. La Mhm. centrale d'Azito, Ok. par exemple, il n'existe pas de batterie qui pourrait stocker l'électricité que la centrale d'Azito pourrait créer, en fait. Donc, il faut trouver des Ok. moyens de consommer l'énergie qu'on produit. Et donc, si Mhm. je reviens sur l'Éthiopie, donc l'Éthiopie a eu de grands projets qui produisent beaucoup d'électricité hydroélectrique. Ils ne savent pas quoi en faire. Et les mineurs de Bitcoin sont venus dans ce pays, leur ont proposé de consommer cette énergie-là. Et en échange, bah, ils consomment l'énergie, ils les payent en dollars. Donc en Mhm. 2023, Good. il y a eu plein de mineurs de Bitcoin qui sont arrivés dans le pays. Ça a eu comme impact que la compagnie d'électricité du pays s'est fait 50 millions de dollars en 2023 sur la base de ça, alors qu'ils n'ont rien eu à faire, Ok. c'est juste accueillir des mineurs chez vous qui consomment de l'énergie au bas des centrales où vous les produisez. Les 50 millions de dollars, c'était en plus de ce qu'ils font Non, d'habitude. c'était le produit en fait. Oh, ok, La d'accord. compagnie vend l'électricité aux mineurs, les mineurs leur ont payé 50 millions de dollars en 2023. Ok, En 2024, good. c'est passé à 200 millions de dollars. Wow. Et on est en train de parler de devises étrangères. Ça, Mhm. c'est un des gros problèmes de nos économies, avoir accès à des devises étrangères. Et ils ont Mhm. trouvé un moyen, en vendant leur électricité à des mineurs de Bitcoin, d'avoir un gros vivier de devises étrangères, de dollars. Étrangère. Donc ça, Je par pense que exemple, ça a un gros impact sur la balance commerciale, si je ne m'abuse. exactement. Ça a été une vraie solution, en fait. Ça a été une vraie solution. Et je Mhm. rappelle que dans ce pays-là, la Banque centrale a interdit aux gens d'utiliser Bitcoin. Mais les gens, ils n'ont pas été Mhm. fermés. Les gens qui bossent dans le secteur de l'énergie dans ce pays n'ont pas été fermés. Ils ont vu l'opportunité, ils l'ont saisi et aujourd'hui, le pays en profite pas mal, en fait. Et il y a plein d'autres pays Mhm. dans le monde qui le font. Les États-Unis le font, la Russie le fait. euh, dans les pays d'Afrique, je sais qu'il y a du minage dans les Mhm. pays comme le Congo, ce genre de choses. Donc ça aussi, ça fait partie Mhm. des usages, on va dire, d'une manière de Bitcoin en griffe. Je sais plus trop c'est dans quel pays, mais on m'a fait savoir que, je crois que j'avais vu ça sur Internet, ou parce qu'ils avaient une forte production d'énergie et que cela ne pouvait pas être consommé par les populations, ils ont dû éteindre je crois, certaines turbines, ou vraiment pour éviter une surproduction sans consommation. Il y a des aberrations. Je lisais un article Mhm. récemment qui disait qu'en France, 8% du temps, là je parle de maintenant, entre janvier et juillet 2025, 8% du temps,
l'énergie est vendue en prix de gros aux grossistes, là, à des prix négatifs. Est-ce que tu vois Waouh. l'aberration? C'est-à-dire qu'on a tellement d'énergie qu'on paye les gens pour qu'ils consomment. Somme Parce que l'énergie. Ouais. autrement, on va bousiller notre appareil de production, en fait. Donc, Mhm. il faut que ça sorte, en fait. Donc, on paye des gens pour Ouais. qu'ils consomment l'énergie. 8% du temps en Mhm. France, l'énergie a été vendue à des grossistes à des prix négatifs. Aux États-Unis, bah, ça Ouais. arrive tout le temps. Le Texas, justement, qui est l'État dans lequel tu as le plus de minage de Bitcoin, ils avaient des problèmes d'équilibrage du réseau dus à ça, en fait. Il y avait, je pense, 25% du temps, les gens étaient payés pour consommer de l'énergie. Et donc, les mineurs sont venus Mhm. se poser comme... Ils ont fait de l'équilibrage du réseau, c'est comme ça qu'on dit. Donc, ils se placent Ok. comme consommateurs de dernier ressort. Donc, quand on a besoin d'énergie, eux, ils s'effacent. Les consommateurs Mhm. normaux l'utilisent. Et puis, quand il y en a en trop, ils absorbent, pardon, ils absorbent cette électricité. Donc ça, c'est une des Mhm. vertus qu'on a découvert de Bitcoin au fil du temps. Mhm. Comment tu compares le Bitcoin et les autres crypto-monnaies? Parce que le terme est beaucoup revenu. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. C'est vrai. Et moi, j'ai vu un livre où c'est écrit le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et il y a un économiste français Mm, que je suis aussi, du mm, nom de Charles Gives. mm. Charles Give. Ah, Et à Charles, chaque ouais, fois également, ouais, Chagave, oui, Charles, ouais, mm. à chaque fois qu'il parle, c'est Bitcoin et les crypto-monnaies. Ben, il a raison. En fait, justement, Est-ce que Mhm. Bitcoin n'est-il pas une crypto-monnaie? c'est des questions de terminologie. En fait, Ok. si tu essaies de faire une analyse des crypto-monnaies prises dans leur ensemble, tu ne peux pas avoir une analyse pertinente de cet ensemble-là parce que c'est un ensemble qui est beaucoup trop hétérogène. C'est comme si tu disais que Mhm. tu allais analyser les actifs. Et puis dans actifs, là, il y a de l'immobilier à Manhattan, de l'or, une action Apple, une voiture de collection, une montre de luxe. Tu dis c'est Mhm. actif et puis tu veux faire une analyse de ça. Ça n'a aucun sens. Ok. C'est comme ça Mhm. quand tu dis crypto-monnaie, que tu fais des analyses en disant les crypto-monnaies et tu mets tout dedans, c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, Ouais. il y a une différence qui est flagrante entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies. C'est pour ça que faut commencer par séparer les deux choses. Mhm. Sinon, ton analyse, il y a de fortes chances que tu partes en brousse. Et c'est ce que beaucoup de Mhm. gens font. Ils confondent Bitcoin avec les crypto-monnaies. En fait, Bitcoin, comme je te disais, c'est une alternative monétaire qui est novatrice, qui a ses avantages, donc réserve de valeur, je t'ai parlé d'incensurabilité, la décentralisation, la sécurité, la neutralité, qui a des inconvénients aussi, la volatilité, on en parlait tout à l'heure. Et les altcoins, c'est des projets d'entreprise. En fait, altcoin, pour ceux qui c'est toutes les cryptos qui ne sont pas Bitcoin. C'est comme ça que, donc, Ok. dans les crypto-monnaies, il y a Bitcoin et il y a les altcoins. Les Donc, altcoins. sémantiquement, même, la différence a été créée. Tu vois, donc, même dans les crypto-monnaies, il y a Bitcoin et il y a le reste du monde, altcoin. Ce sont des projets Ok. d'entreprise. C'est comme si tu Mhm. achetais une action d'entreprise et tu espères que l'entreprise qui a créé cette crypto-monnaie-là va percer, en fait, va Mhm. délivrer des produits, va délivrer ce qu'elle a promis. En fait, donc, il y a Ok. une différence fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, les gens mélangent tout. Ils disent technologie blockchain. Donc, tout ce qui a de la blockchain, c'est une crypto-monnaie. Donc, ça ressemble à Bitcoin. Ce sera le prochain Bitcoin. C'est comme ça qu'ils se vendent, en fait. Tous les autres Mhm. projets de crypto-monnaie, c'est on va faire mieux que Bitcoin. On va rajouter de la programmabilité, de la rapidité, machin et tout, en présumant qu'ils ont les prérequis, les acquis, les caractéristiques de Bitcoin, qui sont la Mhm. décentralisation, la sécurité et tout, alors que aucun d'eux n'a ces caractéristiques-là, en fait. Tu vois? Donc ça, c'est une Donc, différence si je comprends fondamentale. bien, les autres, c'est comme si on était sur le marché boursier. Si on veut, comme je t'ai dit, Bitcoin, c'est un protocole qui est ouvert, qui est open source. Open source, ça veut dire Mhm. que le code, il est accessible par tous. Il est accessible, Mhm. lisible, tu peux l'auditer comme tu veux. Mais ça veut dire aussi que tu peux le copier. Donc, Ouais. absolument toutes les autres crypto-monnaies sont parties de ça. C'est des gens qui ont pris le code de Bitcoin et qui disent, je vais améliorer, je vais apporter, je vais faire un Bitcoin un peu plus jaune, un Bitcoin qui est un peu plus rapide, je vais faire un Mhm. Bitcoin qui est programmable. C'était la promesse d'Ethereum. C'est de dire, je vais Mhm. faire
une blockchain qui est programmable en se disant Ouais. que en prenant la base de Bitcoin, je vais hériter des attributs de sécurité, de décentralisation de Bitcoin. Mais ce qui n'est Ok. pas le cas. La décentralisation, ça se décrète pas. La décentralisation, en fait, c'est une organisation. Tu as une organisation qui fait qu'il n'y a aucune tête centrale. Mais le fait que ce soit créé Mhm. par des entreprises qui, Mhm. elles seules, décident déjà de l'émission, de comment est-ce qu'elles vont distribuer les cryptos qu'elles viennent de créer, elles vont fixer un prix De la quantité d'entrée, même. elles vont définir la quantité. Elles peuvent Ok. même décider de changer la quantité, de l'augmenter, ou vont décider de changer la manière dont ça fonctionne. Si je prends l'exemple d'Ethereum, il y a 2 ou 3 ans, ils ont décidé de changer le mécanisme de consensus. Donc, ils ont changé une composante essentielle de la manière dont ça fonctionne. C'est juste des gens de la Ethereum Foundation, machin et tout, ceux qui ont créé, qui se disent, bon, ok, aujourd'hui, j'ai décidé, on va faire comme ça. En fait, quand tu es dans cette Ouais. configuration, c'est difficile de parler de décentralisation, ou du moins de Mhm. dire que tu as une décentralisation à la hauteur de celle de Bitcoin. Aujourd'hui, tu as Je vois. aucune personne qui peut se lever et dire que j'arrête Bitcoin Ok. ou que je change Bitcoin. Parce que Bitcoin, c'est un réseau. Et tant que les participants du réseau ne décident pas ensemble, tous, de faire une évolution sur le protocole, tu auras juste... Si moi, par exemple, je dis, bon, je veux porter la limite de Bitcoin à 32 millions au lieu de 21 millions. Donc moi, j'ai le protocole Bitcoin sur mon ordinateur. Dans le code, je change les règles et Mhm. tout. Ce qui va se passer, c'est que le réseau va me vomir parce que dans moi, ma configuration, il y a un élément qui est différent de tous les autres. Et donc, tu viens de créer un Bitcoin, le Bitcoin Prince, Je qui vois. lui a comme caractéristique, il y a 31 millions d'unités. Donc tu as Mhm. changé. Donc c'est ça en fait. Donc toutes les cryptos, c'est des gens qui sont partis de Bitcoin et qui disent qu'ils vont faire mieux. Mais dans les faits, c'est peu décentralisé, c'est pas sécurisé, ça tombe tout le temps. Bon, je dis pas que c'est que n'importe quoi, mais il y a Mhm. beaucoup de n'importe quoi. Il y a très peu de choses intéressantes, en tout cas à mon sens, dans ce truc. C'est pour ça que je ne parle que de Bitcoin. Moi, les autres crypto-monnaies, je considère ça comme du bruit. Mhm. Et un autre bruit qu'on voit et qu'on entend beaucoup, c'est la technologie blockchain. Je sais pas si tu as dû certainement entendre parler de ça, Mhm. Prince. Donc, de dire Ouais. que Ouais. la technologie blockchain va tout révolutionner. On va utiliser la blockchain pour sécuriser des trucs. On va utiliser la blockchain pour sécuriser l'immobilier, pour sécuriser la supply chain, machin et tout. C'est absolument farfelu, ça. Ça fait 15 ans Mhm. que Bitcoin existe. On n'a pas trouvé d'autres usages pertinents de la blockchain qui n'est pas de crypto. Et il y a une Ok. explication à ça, en fait. Il y a une explication, c'est que Mhm. si tu veux que ton infrastructure soit distribuée, il faut qu'il y ait une incitation pour n'importe qui d'héberger ton infrastructure sur son ordinateur. Il ne le fait pas par salut, enfin, par bonté d'âme. Je comprends. Il le Je fait comprends. parce que tu le rémunères par la crypto qui circule sur Celui qui va cette la miner. blockchain. Exactement. Donc, Mhm. tant que tu ne mettras pas comment on appelle, une incitation à ce que quelqu'un fasse tourner sa blockchain chez lui, tu ne seras pas décentralisé parce que très peu de personnes, voire personne ne va le faire. Donc, le réseau ne sera pas décentralisé. Donc, tant que tu ne mets pas une crypto dans une blockchain, elle ne pourra pas être décentralisée. Et si elle n'est pas Mhm. décentralisée, il n'y a aucun intérêt d'avoir une blockchain. Autant avoir une base de données comme on a Oracle, elle fera Je l'affaire. comprends. Elle fera Mhm. l'affaire. Donc, c'est pour ça que, tu vois, tout ce qu'on... Technologie blockchain, ça veut rien dire. Ça veut rien. Jusqu'à Mhm. présent, il y a aucun projet qui a passé l'étape de proof of concept, de blockchain dans tout. À moins que ça reste privé. Mais justement, si ça reste privé, ça n'a plus d'intérêt. Si ça Je reste comprends. privé, si ça reste privé, On n'a même pas besoin de nommer. autant avoir une base de données chez toi. Une base de données Oracle fera l'affaire, en fait. Mhm. Je comprends. Donc, l'intérêt Je d'une comprends. blockchain, c'est on utilise une blockchain si on a besoin que des gens qui ne se connaissent pas se fassent confiance. Mais pour le faire, il faut créer Mhm. une incitation pour que n'importe qui puisse héberger la blockchain, puisse faire tourner la blockchain chez soi. Donc, s'il n'y a pas de crypto qui la Mhm. rémunère, bah, ta blockchain, vous serez quatre à la faire tourner. Elle n'est pas décentralisée. Écoutez, pas Mhm. une base de données classique. À chaud, je pense à quelque chose. Mhm.
Si on part dans le secteur public, tu as, disons, euh, la caisse qui va gérer les prévoyances sociales. Hmm. Tu as une autre entité qui sont les impôts. Tu as une autre entité qui est l'organisme qui se charge de la création d'entreprises. Et puis, bon, après, si tu veux, oui, bon, on a parlé de ceux qui gèrent la retraite. Ces trois entités, imaginons-nous un seul instant qu'elles aient une blockchain qui les relie, qui permet de savoir à chaque fois s'il y a, par exemple, une entreprise qui a été créée, il faut que quelque part, moi, de l'autre côté, au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, je puisse avoir, j'ai envie de dire, comme un genre de notification qui me permet de savoir que ce dernier-là, voilà, il faut qu'il le déclare ses employés, il faut qu'il le déclare pour la retraite et plein d'autres choses autour de la prévoyance sociale. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose que peut résoudre aussi la blockchain? Prenons ça Est-ce autre. que c'est pas mieux, est-ce que c'est pas mieux résolu avec la blockchain qu'avec les bases de données typiques? Sachant même que, comme tu l'as dit, la blockchain, c'est un registre. Donc, j'imagine que C'est c'est ça. aussi une base de données. Essayons de prendre le problème autrement. Parce que moi, j'ai l'impression que quand les gens le posent, en tout cas en prenant les exemples de nos environnements, ils pensent qu'avoir une blockchain va permettre de résoudre des problèmes qui sont des problèmes organisationnels. OK. Si on prend l'exemple dont tu as parlé, il y a bien, si Mhm, tu prends tous les pays, à peu près tous les pays développés, ils arrivent à avoir un mhm, système de santé qui est robuste, qui est numérisé, dans lequel chaque patient a un seul numéro de sécurité sociale. Et grâce à ça, on peut mhm, retracer tous ses actes de santé. Et grâce à ça, on peut faire un recoupage avec les impôts pour savoir ce qu'il gagne comme revenu, ce qui lui est prélevé. Ils n'ont pas utilisé de même pour la blockchain pour ça. sécurité, les infractions. Ils n'ont pas utilisé de blockchain pour ça. Ils ont utilisé, C'est ça. ils ont digitalisé, ils ont utilisé la numérisation. C'est dans des bases de données qui sont gérées par des entreprises Mhm, sérieuses. Et eux-mêmes, mhm, ils ont des dispositifs de contrôle qui font que c'est hyper compliqué de créer des doublons ou mhm. d'attribuer à quelqu'un des droits qu'il n'a pas. C'est un C'est problème clair. d'organisation et de contrôle. Mhm. C'est pas Je la comprends. technologie ne résout pas ces choses-là, en fait. La Mhm. technologie ne Je doit comprends. venir que permettre de mettre en œuvre, Pour faciliter. Mhm, faciliter dans une organisation où tu as suffisamment de contrôle pour empêcher que n'importe qui puisse modifier les choses comme il le veut. Tu le fais, OK. une base de données le gère très bien. Pour peu que la base de données soit gérée par des gens intègres. Mhm. C'est bon. Et C'est clair. tu vois, je vais te donner, regarde, si on prend ton exemple, parce qu'on en entend beaucoup parler, les gens qui veulent mettre les données de santé sur une blockchain. Une blockchain, encore une fois, si tu veux qu'elle soit sécurisée et incensurable, il faut qu'elle soit distribuée. Donc, ça veut Mhm. dire que il faut qu'une pléthore de personnes puissent faire tourner cette base de données chez eux. On va pas limiter ça à 3 organisations ou 5. Tu imagines que les données de santé des Ivoiriens soient n'importe quelle personne dans n'importe quel pays puisse avoir accès à ces données de santé-là. Mhm. C'est pas viable. Donc, la C'est blockchain n'est clair. pas une solution à ça. Il faut juste qu'on essaie d'être un peu plus sérieux Mhm. dans notre manière de gérer ces choses-là. Et il y a des solutions pour ça, en fait. Bref. J'avais voulu prendre un exemple Mhm. de. Tu vois, quand tu as parlé du patrimoine, puisque tu avais dit que dans ta logique, le Bitcoin, tu le conserves Mhm. afin de pouvoir constituer un patrimoine. Ce que je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, de la même manière que quand quelqu'un a un patrimoine immobilier, il peut se tourner, on va dire, vers une banque pour soit l'hypothéquer ou soit lever, on va dire emprunter, est-ce qu'il y a aujourd'hui des mécanismes pour le faire avec euh, le Bitcoin, où on se dit que c'est sur du long terme, le long terme, ça va finir par arriver. Ouais, tout à fait, ça existe. Aujourd'hui, OK. parce qu'on parle d'écosystème autour de Bitcoin, là, c'est tout ça. C'est des gens, des acteurs, des entreprises qui vont créer des services autour de Bitcoin.
OK. Le premier service, c'est ce qui permet d'interagir avec le protocole Bitcoin, c'est les portefeuilles. Tu sais, quand tu dis tu as un OK. portefeuille Bitcoin, envoie-moi un Bitcoin, je te reçois un Bitcoin, c'est avec les portefeuilles. Donc, tu as des gens qui développent des Mmh. portefeuilles qui permettent d'interagir avec Bitcoin. Tu as des gens qui vont développer des plateformes d'échange. Donc, les plateformes d'échange, c'est des endroits où on va aller acheter Bitcoin. C'est là que va se former le prix, comme je t'ai dit. Tu as une offre, tu as une demande, Mmh. quand ils matchent, ça forme le prix. C'est les plateformes d'échange. Ça, Mmh. c'est un business qui fait partie de l'écosystème Bitcoin. Tu en as plein d'autres. Mmh. Et entre autres, tu as des gens, par exemple, qui permettent de pouvoir utiliser ces bitcoins comme collatéral pour Bitcoin et d'autres cryptos, hein, comme collatéral pour emprunter des monnaies fiat pour faire des choses. Mais c'est relativement Mmh. risqué, je te l'avoue, parce que vu la volatilité, ça fait qu'il y a des appels de marge très souvent et donc tu peux te retrouver liquidé. Donc ça existe, mais c'est à utiliser avec beaucoup de parcimonie en tout cas. OK. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui a un portefeuille Bitcoin, un portefeuille crypto, comment est-ce qu'il sécurise ce portefeuille? Bon, donc il va falloir qu'on définisse portefeuille pour mieux Mmh. expliquer ce truc. Donc, comme je le disais, portefeuille, c'est l'élément de base pour pouvoir interagir avec Bitcoin, avec le protocole Bitcoin. Un portefeuille, c'est une application que tu peux installer sur ton téléphone, que tu peux installer sur ton ordinateur. C'est une application qui te permet de gérer deux choses, une clé privée et une clé publique. C'est ça que le portefeuille OK. permet de faire. Une clé publique, c'est quoi? C'est un peu comme l'équivalent de ton IBAN. Quand tu veux recevoir de De l'argent, temps? de ton IBAN ou ton De temps? RIB, OK, de temps de libre, ton OK. RIB. Ou si on parle du mobile money, de ton numéro de téléphone. Donc, si tu as envie de OK. recevoir un Bitcoin ou du Bitcoin, tu communiques à quelqu'un une adresse ou clé publique. C'est une adresse, ou on peut appeler ça clé publique aussi. Une Mmh. adresse qui est un peu comme ton numéro de téléphone. Et c'est sur cette adresse-là que la personne va te transférer ses Bitcoins. Donc, ça, c'est clé Ouais. publique ou adresse. Et la deuxième Mmh. chose, c'est la clé privée. En fait, c'est de la cryptographie, hein. C'est ce qui te permet de signer les transactions qui te permettent de dépenser les bitcoins que tu as sur le portefeuille. Donc, une fois que tu as OK. reçu des bitcoins sur le portefeuille, pour pouvoir dépenser, ton portefeuille, il va utiliser ta clé privée pour signer la transaction, en fait. Et bon, comme c'est Mmh. indiqué, clé privée, il ne faut jamais diffuser ça à personne. C'est quelque chose qu'il faut garder pour soi. Donc, ça, c'est un wallet, un portefeuille, c'est ça. Maintenant, il y a plusieurs types de portefeuilles. Généralement, quand tu crées un compte sur les plateformes d'échange de crypto, là, tu vois, ce qui se OK. passe, c'est que ces plateformes-là conservent les clés privées de tes bitcoins. Mmh. Parce que c'est de la délégation que tu fais. C'est comme quand tu donnes de l'argent à la banque. L'argent ne t'appartient Mmh. plus, c'est la banque qui te doit de l'argent. C'est une créance C'est que la ça. banque a, à ton égard. Ce qui veut dire que Mmh. si la banque fait faillite, ton argent, c'est mort. C'est la C'est clair. même chose quand tu laisses tes bitcoins sur une plateforme d'échange. Si la plateforme d'échange fait faillite ou se fait hacker, tes bitcoins, c'est mort. Parce que c'est eux qui ont la clé C'est privée. clair. Mmh. Et tu verras que cette notion de clé privée, de portefeuille et de clé privée, clé publique, c'est une des différences majeures entre Bitcoin et tout ce qu'on connaissait comme actif numérique. Parce que Mmh. Bitcoin a permis ce qu'on appelle la détention en propre. Je OK. vais m'expliquer. Quand tu dis que tu as une action, j'ai pris l'exemple du compte bancaire, c'est un très bon exemple. Un compte bancaire, ce n'est rien d'autre que de l'argent que tu as chez quelqu'un. Donc il y a un risque de Ouais. contrepartie, qui est le fait que si, Mmh. si la personne en question, comment on appelle ça, fait faillite, tu perds ton argent. Fait faillite? Le seul moyen de détenir de l'argent propre, c'est d'avoir de l'espèce. Tu l'as sur toi. Là, c'est toi seul qui es garant de tout ce qui se passe, tu vois. Mmh. C'est pareil pour tous les actifs financiers. Si tu prends une action, c'est une SGI, si on prend l'exemple en Côte d'Ivoire, Société de gestion immobilière. Mmh. Donc, tu as un broker, tu L'intermédiation, oui. as Mmh. quelqu'un qui gère ça pour Mmh. toi, donc qui détient ça pour toi, en fait. Mais Mmh. aujourd'hui, Ouais. Bitcoin permet d'avoir ce qu'on appelle la détention en propre. La détention en propre, c'est quand tu as un portefeuille dont tu connais, tu détiens la clé privée.
Donc, c'est toi seul qui est habilité à faire la dépense, à dépenser ces bitcoins, à les échanger. Donc, c'est ce que je disais. Donc, un portefeuille, c'est quelque chose qui te permet d'avoir un bitcoin. Quand tu as un portefeuille sur une plateforme d'échange, c'est la plateforme d'échange qui a les clés privées. Donc, c'est elle qui, tu lui demandes de faire des transactions pour toi, en fait. Et Mhm, si quelque mhm, chose arrive à la plateforme, tu l'as plus. Mais il y a ce qu'on appelle mhm. des portefeuilles auto-hébergés. On appelle ça, on dit portefeuille en self-custody. Donc, comme c'est les applications dont je t'ai dit là, dont tu connais, c'est toi qui détiens les clés privées, machin, tout. Donc, la manière de sécuriser ces bitcoins, quand on dit, enfin, une bonne pratique à avoir pour sécuriser ces bitcoins, c'est d'abord d'avoir un portefeuille dont tu as les clés privées. Et puis, ces clés Mhm. privées, il faut que tu les conserves bien. Les clés privées, là, en fait, C'est ça. c'est une suite de 12 mots, 12 ou 24 mots. Du dictionnaire anglais, c'est des mots. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les noter sur un bout de papier et puis bien conserver ce bout de papier. Donc, ça te permet de réinitialiser ton portefeuille dans n'importe quel autre téléphone ou n'importe quel autre ordinateur. Il suffit de prendre un La ordinateur. question, Oui. pourquoi sur un bout de papier? Et pas, Pourquoi cet et exemple-là? pas un screenshot sur ton téléphone. Non, 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 non. Par exemple, si tu as... Bon, par exemple, j'ai un iPhone, donc j'ai l'application Notes qui est rattachée à iCloud. Est-ce que c'est plus pour des risques de piratage? C'est exactement ça. On part Ok. de la base que tout ce qui est enfin, toute interface numérique peut être piratée. Mhm. Partant de là, Ouais. toi, tu ne veux pas que un attaquant, un pirate, puisse voir ces données-là en clair. Donc, quelqu'un qui a accès à ton C'est clair. téléphone ou qui a accès à ton ordinateur, si tu l'as noté dans Note ou dans je sais quoi, techniquement, il peut Puis faire voir cette copier. information. Copier, Donc, ouais. il Mhm. peut dépenser les bitcoins qui sont sur ton portefeuille. Donc, la manière la plus Ouais. sûre de l'avoir, c'est tu notes ça sur un bout de papier, tu n'en gardes pas une copie digitale, tu essaies d'avoir une copie Mhm. physique que tu gardes bien. Ouais. Le jour où tu as Mhm. perdu ton portefeuille ou ton téléphone ou, je sais pas moi, ton application s'est supprimée pour je ne sais quelle raison, tu prends n'importe quel autre téléphone, tu télécharges un portefeuille Bitcoin, tu mets restaurer, tu écris tes 12 mots, tu les rentres, tes 12 mots là, ta clé privée, et puis ton portefeuille est restauré. Good. Donc c'est Parfait. ça qu'on Parfait. appelle euh, garder, pardon, faire un backup, faire une sauvegarde de son portefeuille. C'est écrire les 12 mots, là, enfin les garder quelque part en sûreté, de sorte que tu puisses Mhm. restaurer ton portefeuille à n'importe quel moment. C'est ça. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le backup à froid? C'est du backup. Après, froid, chaud, c'est un autre concept en fait. Tu Ok. as des portefeuilles qu'on appelle des portefeuilles froids et tu as des portefeuilles qu'on appelle des portefeuilles chauds. Un portefeuille est chaud Ok. si le portefeuille il est en contact avec Internet. Mais Internet. Ok. typiquement, quand tu as une application sur ton téléphone, c'est un Mhm. portefeuille chaud parce que Chaud. ton téléphone est Mhm. connecté à Internet. Donc, il y a un risque Mhm. par rapport à ça, en fait. Et il y a Ok. un autre type de portefeuille qu'on appelle des portefeuilles froids. Donc, c'est des petits devices comme les ledgers, Comme des clés USB. comme des clés Mhm. USB que tu connectes à ton ordinateur, mais dedans, il y a un dispositif physique qui fait qu'il n'est jamais lié à Internet. Tes clés privées, là, sont Internet. jamais connectées à Internet. Tu as un dispositif Mhm. dans ces Mhm. trucs-là qui font une séparation, en fait, entre les trucs. Donc, ça fait que ton portefeuille, il est froid, il n'est jamais connecté à Internet. Donc, tu es sûr qu'il n'y aura jamais quelqu'un qui va pirater ta clé privée, en fait. Et donc, ça, c'est le moyen de sécurisation le plus élevé. C'est avoir un cold wallet comme Ledger et compagnie. Mais bon, quand tu commences à acheter 100 euros de Bitcoin, bah, tu ne penses pas à ça. C'est quand tu commences à avoir un certain Mhm. montant que tu augmentes le Mhm. niveau de sécurité. Mhm. Mhm. D'accord. On touche pratiquement à la fin. Mhm. C'est vrai qu'il va falloir on cale peut-être pour les semaines à venir une session 2 parce que j'ai encore énormément de questions que je veux bien dérouler. J'imagine. Parce que le fait que tu aies donné un certain nombre de détails là m'a fait venir beaucoup de questions en tête. Et là, il y a une question à laquelle j'avais vraiment pas du tout pensé. C'est, je vais te la poser avant qu'on prenne le mot de fin. C'est de savoir comment est-ce que la succession, est-ce qu'on pense à la succession sur ces aspects de, de, de Bitcoin? Tu vois un peu? Non, Parce que tu vois, dans l'exemple que tu as décrit,
Bon, j'ai la petite feuille, j'ai le petit papier qui est quelque part. Ok, c'est si j'ai perdu mon téléphone, mais et si celui-même qui a écrit, c'est lui qui est perdu? On va dire oui. Aujourd'hui, tu as des gens, Est-ce qu'il y a des services qui existent il y pour a, ça? il y a- il y a des solutions pour ça. Mhm. Si on prend la solution la plus simple, simple dans le sens qui rentre en résonance avec des choses qu'on a l'habitude de faire. Dans le cas d'une Ok. succession, c'est quoi? C'est à un notaire et tu fais un testament. Donc, il y a des gens Mhm. qui notent dans leur testament leur clé privée. Donc, ils confient à un notaire le soin de transmettre à leur, comment on appelle ça, Les ayants droit. à leurs ayants droit les clés privées qui permettent de débloquer leur Bitcoin. Ça, c'est le moyen le plus, on va dire, le plus simple et conforme à des usages. Maintenant, il y a des solutions Mhm. technologiques. Aujourd'hui, Ok. par exemple, il y a des gens qui ont développé des portefeuilles dans lesquels tu peux configurer, par exemple, le fait que si pendant 3 ans, le portefeuille, je ne l'utilise pas, je ne fais pas d'action sur le portefeuille, il va automatiquement transférer les bitcoins qu'il contient vers un portefeuille que j'aurais défini à l'avance. Donc, la Ok. condition, c'est, je n'ai pas d'activité pendant 3 ans. Donc, on considère que je suis mort. Donc, Mhm. automatiquement, ces bitcoins-là sont transférés sur le portefeuille de mon enfant ou de ma conjointe ou de mon conjoint. Enfin bref, non. Aujourd'hui, il y a des solutions techniques, mais on peut aussi l'adapter à ce qui se fait dans le monde réel. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Mhm. Ok. Est-ce que cette solution technique, c'est ce qu'on appelle souvent les oracles ou smart contracts, tout ça? Ou En c'est... fait, tu vas me faire... je- Non, en fait, là, je vais en profiter pour faire un petit tacle au monde des Ok, cryptos. d'accord. Tu vois, smart Ok. contract, typiquement, Ouais. ça n'a rien de smart et puis c'est pas un contract. C'est juste un Ok. buzzword. Un Ok. programme, il n'est pas intelligent. C'est juste, tu as mis, Mhm. t'as mis des conditions. Si ces conditions sont remplies, Pour qui s'exécute? pour qu'il s'exécute, s'exécute. Ça n'a Il rien s'exécute. d'intelligent. Tu vois. Et puis, C'est c'est pas un clair, c'est contrat clair. dans le sens où tu n'as pas signé quelque part pour ça. Mais c'est juste que ça fait beau. Mhm. On dit smart contract. Ça s'appelle de la Ouais. programmabilité. C'est ça, en fait. C'est Ok. juste de la Mhm. programmabilité. Et Bitcoin est programmable. C'est justement parce que c'est Ok. programmable que tu peux configurer ce que je t'ai décrit précédemment. Si mon portefeuille n'a pas d'action pendant un certain temps, Pendant fais ça, 3 ans. transfert. Donc, mais c'est programmable de façon limitée. Ils n'ont pas mis Mhm. le langage de programmation, c'est pas un Ah. langage sophistiqué. Parce que, Mhm. pour ceux qui s'y connaissent en informatique, plus c'est simple et plus tu réduis la surface d'attaque. Quand tu fais des choses Mhm. complexes, les gens vont trouver des moyens, Tu t'exposes. tu t'exposes, exactement. Donc Bitcoin, pour réduire sa surface d'attaque, a limité à vraiment des choses très basiques la programmabilité que tu peux faire sur le réseau. Donc notamment, tu peux faire ce que je t'ai dit. Maintenant, quand tu veux faire de la programmation high, comme ce que les gens font sur les cryptos que tu connais, Solana, machin, tout ça, ce que tu introduis, c'est des vecteurs d'attaque et donc la possibilité de hack. C'est pour ça que tu as des blockchains qui tombent tous les 2 mois, des Ok. blockchains qui ne sont pas Je vois. sécurisés. Donc la programmabilité a été limitée sur Bitcoin pour conserver sa sécurité. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de développer des moyens de faire de la programmabilité au niveau de ce que d'autres blockchains vendent là, sans compromettre la sécurité de Bitcoin. Good. Good. En tout cas, merci. Merci. Ton mot de fin? Comme mot de fin, moi, c'est un sujet que tu l'auras remarqué, hein, qui me passionne. Ça fait 5, 7 ans que je le fais. Moi, j'invite les gens qui sont curieux à essayer de voir ce que c'est. Moi, intellectuellement, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup, rien qu'intellectuellement. Et puis, Mhm. tu finis par mettre des billes dedans. Ça représente 1% de ton argent. Et puis, au fil des années, ce 1%-là devient 10%, parce que ça prend de la valeur. Donc, Mhm. il faut commencer par essayer de comprendre Bitcoin. Et puis, je vais donner mon conseil à travers trois maximes qui circulent beaucoup dans le monde des cryptos et de Bitcoin. Donc, la première, c'est Bitcoin, not crypto. Ça résume ce que je disais avant. Ok. Bitcoin n'a rien à voir avec les autres cryptos.
Bitcoin, c'est solide, c'est décentralisé, c'est sécurisé, c'est neutre surtout. Et ça veut Mhm. pour preuve aujourd'hui, 60% des cryptos, c'est Bitcoin en volume. Aujourd'hui, quand on est en train de parler des États qui adoptent les cryptos, aujourd'hui, les États-Unis ont fait leur annonce il y a quelques années, là, enfin il y a quelques mois, ils font une reverse stratégique en Bitcoin. Ils font pas en Dogecoin. Parce que Mhm. Dogecoin, c'est de la merde. Ok. Ils font pas Mhm. en shitcoin, machin et tout. On fait dans l'actif qui est neutre, qu'on sait que Ok. personne ne peut censurer, personne ne peut en créer plus que, ou l'actif Mhm. qui ne va pas tomber en panne, la blockchain qui va pas, la crypto qui va pas tomber en panne. Donc c'est Bitcoin. Donc Mhm. Bitcoin, notre crypto. Première chose, c'est pour dire qu'il y a Bitcoin et il y a le reste des cryptos. Pour moi, la seule chose qui est digne d'intérêt, c'est Bitcoin. Commencer à s'intéresser par ça et puis éventuellement, si on a du temps à perdre et de l'argent à perdre, on peut s'intéresser aux altcoins. C'est la première Regardez les chose. autres. Deuxième chose, c'est stay humble, stack sat. En gros, ça veut dire sois humble et puis accumule tes bitcoins. Sois humble dans le sens, faut pas essayer de timer le marché. Timer le marché, c'est faire du trading. Se dire, je pense que le cours de bitcoin demain sera là, donc j'achète là et je revends là. Là, tu n'es pas humble. Tu essaies Ok. de prédire le futur. Mhm. L'histoire Mhm. nous a montré que ça se finit mal parce que le cours est hyper Mhm. volatile. Donc, si tu as envie de Ouais. t'exposer à Bitcoin, fais juste de petits achats réguliers. Je te dis, j'ai acheté 10 000 francs de Bitcoin tous les mois ou 5 000 francs de... Enfin, le montant n'a aucune importance. Bitcoin est très divisible. Donc, tu peux acheter même 1000 francs Mhm. de Bitcoin. C'est pas grave. L'essentiel, c'est, si tu Ouais. veux t'exposer à ça, définis un petit montant régulier et puis tu en achètes. Et puis, dis-toi que tu le fais pour plusieurs années. Tu n'espères pas devenir Mhm. riche dans 3 mois. C'est pas ça. C'est pas ça, Bitcoin. Donc ça, c'est Mhm. le deuxième conseil. Donc premier conseil, Bitcoin, notre crypto. Deuxième conseil, stay humble, stack sat. En fait, je ne l'ai pas dit, mais sat, c'est la plus petite unité de Bitcoin. En fait. En gros, accumule-en un peu, juste un peu. Faut pas aller prendre un prêt. Ça vient de Satoshi? Ça vient de Satoshi, exactement. Donc on a nommé Ok. la plus petite unité de Bitcoin en hommage à Satoshi. Donc quand je dis plus petite unité, c'est comme l'euro et les centimes. Les cents. Et les centimes, Les centimes, ouais. exactement. Ou le dollar et les cents. Donc c'est ça. Le Satoshi, c'est très divisible, hein. Un Bitcoin, c'est égal à 100 millions de Satoshi. Ok. Partant de là, aujourd'hui, je pense, avec 1000 francs, tu peux avoir quelque chose comme 5000 sats. Je pense un truc comme ça. Donc ça représente Super. 0,00005 bitcoins, un truc comme ça. Donc on peut en acheter Mhm. de petites quantités. Et puis la troisième chose, et donc ça fait écho à ce qu'on disait sur les portefeuilles, c'est not your keys, not your bitcoin. Donc acheter Ok. des bitcoins, c'est bien, mais les détenir soi-même, c'est mieux. Sinon, tu Mhm. t'exposes au risque de la personne qui détient. Donc, Ok. faut apprendre ce que c'est qu'un portefeuille, apprendre à sécuriser, donc ce que j'ai dit là, mais il y a plein d'autres bonnes pratiques que tu peux avoir. Mais bon, c'est pas difficile, hein, c'est juste des choses que tu apprends en one shot. Une fois que c'est acquis, c'est bon. Donc, tu conserves des bitcoins dans un portefeuille dont tu détiens les clés, et ces clés-là, tu les sécurises convenablement. Donc, c'est le conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut s'intéresser de façon plus active. Donc, la première chose, c'est essayer de comprendre. Et puis ensuite, si tu veux en posséder, suis ces conseils-là. En tout cas, merci, Prince. C'était très, très enrichissant. J'ai beaucoup appris. C'est vrai que je m'étais déjà intéressé au sujet, mais là encore, tu en as mis une autre couche. J'imagine que cela sera également d'un grand intérêt pour nos web spectateurs, tous ceux qui nous suivent. J'espère. Et puis, ouais. Et puis, on se dit à bientôt et je serai très ravi de te prendre dans un second épisode une prochaine fois. Parfait. Merci beaucoup, Prince. Et puis, à bientôt. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi Prince Talk. J'espère que cela a été très édifiant pour vous. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes qui existent, telles que YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et rendez-vous dans une prochaine session de Prince Talk. Je vous remercie.